Alors, je m'appelle Sébastien Béquignon, j'ai 26 ans, célibataire jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui plutôt entrepreneur, depuis que j'ai découvert, on va dire, certaines choses autour de l'écologie profonde et de la collapsologie. Je démarre mes projets, beaucoup de projets, on va pouvoir passer à travers tout ça. À la base, le premier truc que j'ai créé, c'était Transition 2030 Paris, fin 2017, où on faisait des rencontres simplement pour parler de ces sujets-là sans avoir à justifier avec nos parents, nos familles, nos amis, à peu près toutes les 3 semaines. Et là maintenant, effectivement, entrepreneuriat où je suis en train de créer, l'idée c'est qu'aujourd'hui le monde tourne encore sur un modèle capitaliste, donc il faut encore avoir un peu d'argent, mais préparer à la fois la résilience future et vivre un peu aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta transition professionnelle, ce que tu faisais avant et vers quoi tu te tournes? Ouais. J'aime bien dire que j'ai passé 20 ans devant des jeux vidéo et 5 ans devant du code. Je suis du coup un ancien développeur informatique. Je bossais dans la finance. En gros, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Société Générale et ensuite j'ai fait 2 ans chez Natixis, une banque d'investissement. À ce moment-là, vraiment, j'étais plutôt façon presque autiste, on va dire. J'étais très content à bosser sur mon code, discuter un peu avec les collègues de temps en temps, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Et en fait, fin de ma 2e année chez Natixis, j'étais beaucoup sur le développement personnel et surtout je commençais par être un peu en manque de, on va dire, je me sentais pas suffisamment compris par mon boss de ce moment-là. Par rapport à ce que je pouvais avoir, c'est-à-dire que ma volonté de changer à la base c'est venu d'une envie complètement capitaliste de je veux avoir une augmentation, et mon boss qui finit par m'enfantiser alors que je connais le prix du marché, etc. Et du coup j'ai commencé par regarder comment devenir indépendant, me lancer sur du développement personnel. À partir de là je fais des recherches, j'adore ça. Je finis par tomber sur le biomimétisme, une vidéo que ma mère m'a envoyée 6 minutes. A priori, il suffit pas de plus que ça pour changer ta vie. 6 minutes, c'était Idriss Aberkan, qui est peut-être un peu plus controversé aujourd'hui, mais le mec, c'est un excellent pédagogue. Et là, c'était 6 minutes sur le biomimétisme. Et ça m'a beaucoup parlé. J'en ai parlé autour de moi, et à force de parler de développement personnel, de biomimétisme, d'économie de la connaissance, ce genre de choses, des copains ont eu envie de me prêter le bouquin Demain. Du coup, avec le succès du film, il y a eu le bouquin qui est à côté. Sauf que comme j'aime pas lire, j'ai vu qu'il y avait un film à côté. Du coup, je suis allé le voir. J'ai vraiment bien aimé l'ambiance, le rythme, les propositions en général. Et moi qui avais tendance à m'ennuyer au travail, en fait, j'avais toujours en fond un film. Un film que je connaissais généralement par cœur. Par exemple, Mission Cléopâtre, Astérix Mission Cléopâtre, ce genre de choses, juste en fond pendant que je code. Et là, pendant peut-être 2 mois, j'ai eu en fond, peut-être pas tous les jours, hein, mais le film Demain. Et c'est les 5 premières minutes du film qui ont fini par rester sur la publication dans le journal Nature qui présente un possible risque d'effondrement de la biodiversité systémique, etc. Qui est en fait un des documents sur lequel Pablo Servigne s'était inspiré. Sauf qu'à ce moment-là, je connaissais pas du tout ce monde-là. Mais après, je suis allé voir, c'est qui cette Mélanie Laurent? C'est qui ce Cyril Dion? Je suis allé creuser. Du coup, Cyril Dion, effectivement, profil intéressant. La façon dont il a me parlé, c'est inspirant. J'ai trouvé une petite vidéo d'une petite chaîne YouTube qui présentait pourquoi aujourd'hui les gens se bougent pas finalement. Et j'aimais bien la façon qu'il avait de découper avec des questions. Aujourd'hui, les gens ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment le faire, ils savent pas avec qui le faire. Et après, du coup, j'ai creusé. Je tombe sur Pierre Rabhi, je tombe sur le hameau des Buis. Du coup, le hameau qui a créé la fille de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, pareil, j'ai vraiment adoré, surtout que moi qui étais amoureux des citations, Pierre Rabhi a tendance à donner une citation à la minute, quoi. Moi qui ai copié-collé les citations que j'aimais bien dans un fichier, ça se stocke. À un moment, tu te retrouves avec 10 000 citations dans un fichier, tu te dis mais qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est vraiment un truc que je faisais au fur et à mesure. Je faisais mes recherches un peu sur l'écologie, etc. En fait, à force d'entendre le film Demain, et ces 5 premières minutes du film,
en fait je me suis dit, ils commencent à me faire chier ces écolos. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Je vais peut-être aller voir. Bon j'ai trouvé. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes déclics, de ce que tu as appris qui t'a fait complètement basculer dans l'action? À la base c'est parti d'une idée vraiment logique, c'est-à-dire esprit de développeur informatique, c'est quel est l'état, qu'est-ce que je veux en faire, et on avance. Et quand je suis tombé du coup sur un reportage au hameau des Buis, pareil, vidéo très inspirante, et il se trouve que Pablo Servigne y a vécu quelques années. Et il présente peut-être 45 secondes sur lui qui vit à ce moment-là dans l'hameau, mais il ne donne que son prénom. Et lui présente le fait qu'il a fait une thèse des risques d'effondrement, pile poil ce que je veux parce que je veux faire des recherches. Et il donne ni son nom de famille, ni le nom de la thèse. Je me retrouve bien. Après, à force de vidéos sur YouTube, je suis tombé sur Vincent Mignereau, qui a tendance à très bien expliquer les choses. Autant j'aime pas vraiment le gars, par contre il explique bien les choses. C'est certains déclics tout bêtes sur la façon dont le monde travaille, le monde politique, des choses qu'on sait un petit peu, et puis tout ce qui était cité un peu dans le film Demain, sur oui mais la biodiversité, on voit plus les moustiques sur le pare-brise comme on le voyait quand moi j'allais en Vendée chez mes parents, et on avait 5 heures de route pour y aller en vacances. Et effectivement, à la fin du trajet, il y a 20 ans, on avait des moustiques sur le pare-brise. Maintenant, il n'y en a plus. C'est un truc bidon, mais quand on finit par voir soi-même le changement. Puis surtout, c'était tout le côté sur l'éducation qui m'a beaucoup marqué. Donc là, c'était la façon qu'avait Idriss Aberkane de le présenter. Surtout moi qui regardais des vidéos sur le développement personnel à l'époque, je tombais sur Olivier Roland et son livre sur Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. En même temps, le livre d'Idriss Aberkane sur Libérer votre cerveau, qui en gros présente tous les deux toutes les bouses qu'on a dans l'éducation nationale. Sachant que j'ai jamais été un bon élève, j'ai toujours été persuadé de la même chose. J'ai toujours fait en sorte d'avoir 10 de moyenne, ni plus ni moins. A priori j'ai 11 de moyenne, je peux retourner me coucher. A priori j'ai 9 de moyenne, bon je vais peut-être me réveiller histoire que mes parents m'embêtent pas trop. Mais le but c'était de passer l'année quoi. Par contre, quand Epitech est venu faire une présentation quand j'étais en BTS informatique de gestion, là ça a été le challenge. Et le côté, une nouvelle éducation. Donc tout ce côté éducation et les biais pas possibles de... On a des professeurs tellement... C'est pas archaïque, c'est le système tel qu'il est fait. Le cerveau humain n'est pas fait pour apprendre de cette façon-là. Comme dit Pierre Rabhi, c'est... on essaie de te faire plus tu essaies de te faire rentrer dans un moule, plus tu as l'air tarte. J'aime bien sa petite histoire sur au début on nous met dans une petite boîte, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On va dans une école, dans une boîte, ensuite on va s'amuser en boîte, on y va comment dans sa caisse, etc., etc. Et je me rends compte qu'effectivement, de façon systémique, on a défoncé la biodiversité, l'énergie, quand on commence à tomber sur des vidéos de Jean-Marc Jancovici, tu fais gloops. Et surtout moi qui ai tendance à structurer ce que je sais, j'ai commencé à faire une chaîne YouTube qui s'appelle Les Clés de la Curiosité. Alors c'est une chaîne YouTube sans contenu, mais en gros c'était des playlists, des playlists, des playlists. Une playlist sur la collapsologie d'une part, sur la transition d'une autre part, sur les biais cognitifs. On se rend compte que le cerveau humain c'est une bête machine qui fait des erreurs mais pas possible. Mais c'est comme ça qu'il est. C'est aussi la notion que le cerveau humain il n'est pas logique, il est principalement émotionnel. De temps en temps il a un peu... Et c'est ça l'idée, tout ce qui était éducation. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui nous attend? On va prendre cher. Ou est-ce que tu aurais un scénario noir Ouais. dans les moments les plus pessimistes? J'ai participé à un atelier qui, complètement par hasard, était juste derrière chez moi lorsque j'étais encore à Cachan. J'étais au 2 et l'atelier était au 6. Du coup, je ne pouvais pas me permettre de ne pas y aller. C'était résilience et effondrement. En gros, c'est un atelier d'une journée où on nous a invités à dessiner un peu ce qu'on verrait pour notre avenir. Moi, ce que je vois, c'est
en fait, la seule question que j'ai, c'est quelle va être la réaction de l'État dans ces problèmes-là. Nécessairement, ce qu'il y aura, c'est c'est pas du travail forcé, mais du service civique, comme ils vont appeler ça, du service vert, aller travailler dans les champs, etc. Parce que de toute façon, on n'aura plus l'énergie pour faire pousser ce qu'on sait pousser aujourd'hui pour alimenter tout le monde. Peut-être une période de 1 ou 2 ans plus compliquée. Ça se calmera probablement après, mais c'est parce que l'être humain s'adapte. Je ne crois pas au fait que l'être humain disparaîtra parce qu'on est trop adaptable. La question, c'est combien de personnes restera à la fin. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, et encore moins individuellement, ce qui va être les maladies qui verront apparaître lorsque tout ce qui est sanitaire sera plus automatisé. Sur le côté que la santé publique de moins en moins sera en place, où ça coûtera tout simplement trop cher pour y avoir accès. De l'eau propre, buvable. Moi qui étais informaticien, ça a aussi pas mal joué dans mes choix de changement professionnel, parce que est-ce que l'informatique ça a vraiment un avenir? Alors, dans l'idée, l'informatique c'est trop efficace pour disparaître, je pense. Mais l'informatique telle qu'on l'a aujourd'hui, l'informatique individuelle, je suis persuadé que ça disparaîtra. Par contre, en termes de gestion de données, je pense qu'on ne pourra pas tout simplement s'en passer. On aura peut-être chacun une clé USB à la maison avec toutes nos données personnelles. Il y aura 2-3 PC à la mairie de certaines villes, où en gros ce sera des Raspberry Pi, on aura récupéré des processeurs un peu à droite à gauche, c'est-à-dire qu'on sera plus capable de construire ce genre de choses-là, et encore moins de les transporter. Mais on a des bidouilleurs, l'être humain est extraordinaire. On refera de l'informatique comme ça. La question c'est, aujourd'hui on est à 2% d'agriculteurs, on va devoir repasser à facilement 50% d'agriculteurs, sachant que le dernier pourcent d'agriculteurs, ils sont habitués de l'agriculture conventionnelle. Du coup on n'a plus les techniques dont on va avoir besoin, qu'on utilisait il y a 100 ans, 200 ans. La société complètement décarbonée, j'y crois, hein. Il y a 200 ans on l'avait, aucun problème, hein. La question c'est qu'on n'était pas aussi nombreux et on n'avait pas autant de services. Par rapport au constat que tu établis et à l'imaginaire personnel que tu viens de nous dévoiler, où est-ce que tu te places dans tout ça? Justement, pendant cet atelier résilience et effondrement, moi ce que j'avais décidé c'est que vous pouvez peut-être le remarquer dans les films, ils mettent ça souvent en avant, mais moi qui ai eu ma phase un peu survivaliste avant de découvrir la collapso, c'est en gros celui qui survit, c'est celui qui est capable de se déplacer, celui qui est capable de s'adapter. C'est pas le plus fort, c'est pas le plus rapide, c'est celui qui est capable de s'adapter, et du coup généralement c'est un groupe soudé qui est capable de s'adapter parce que chacun a des compétences. Quand j'ai fait ma 4e année à Epitech, qui doit se faire en général à l'étranger, je me suis retrouvé 1 an en campagne entouré de forêts. Et c'était les moments des révélations, Edward Snowden, l'espionnage de la NSA, etc. Et moi qui faisais en plus un cursus là-bas sur place sur la sécurité informatique, j'ai voulu me protéger à fond. Et cette période-là, j'ai eu ma période survivaliste, à regarder du Bear Grylls, ces choses-là, et à commencer à acheter du matériel. Donc ouais, j'ai du matériel prêt à l'effondrement, c'était pas prévu pour ça. Mais ouais, ça va être assez marrant. Derrière, c'est ce matériel. De toute façon, la première chose en cas d'effondrement, ça va être, on va tous se retrouver dans la rue, on va faire un inventaire de ce qu'on a. Certaines personnes vont essayer de voler les uns les autres, mais la société va se recréer assez rapidement, parce que de toute façon, sinon les gens ils mangeront pas. Après, pour répondre plus spécifiquement à la question, c'est quoi la question? Ouais, où est-ce que je me vois dans tout ça? Où est-ce que je me vois dans tout ça? À la suite de l'atelier, je me suis vu du coup bouger, plutôt nomade. Pas forcément nomade, mais semi-sédentaire, c'est-à-dire avoir un nombre de villages ou de points stratégiques par lesquels je passe, où j'ai des camarades, des collègues, des personnes, des amis, vraiment des personnes qui me connaissent et que je connais, et où chacun de ces villages font des expérimentations dans leur coin. Mais il va falloir recréer une espèce de réseau internet, un peu comme un colporteur, où la technique qui a été apprise ici, en low-tech, en permaculture, ou des graines, une personne les fait passer au village d'après en fait. Je me voyais un peu comme ça. Et là, moi, je suis en train de partir sur l'idée
Alors à la base, c'était plutôt pour Enjeux communs, du coup, l'association que j'ai créée de sensibilisation aux enjeux écologiques. C'était plutôt de faire une salle de réunion dans un van. Donc ça fait une salle de stockage pour les jeux de société et on avait 8 places et on pouvait faire vraiment une ludothèque mobile avec des jeux de société sur l'environnement et vraiment on faisait de la sensibilisation comme ça. Et là je suis en train de partir sur plutôt un van aménagé autonome qui, si jamais il n'y a plus de pétrole, en fait à l'endroit où il reste, il peut toujours capter de l'électricité, il y a toujours l'isolation, il y a toujours de quoi capter de l'eau, il y a une petite cuisine, il y a de quoi se débrouiller quoi. Donc, pour l'instant je pars là-dessus, mais c'est surtout à travers le projet Renaissance, qui pour l'instant est un peu en pause, mais j'ai prévenu les personnes avec qui on a travaillé sur le projet Renaissance qu'il existera. Ça prendra le temps qu'il faut, en espérant que l'effondrement ce soit pas l'année prochaine, quoi. Sachant que d'ailleurs, ça serait intéressant de parler de la définition de l'effondrement. Justement, est-ce que tu peux nous donner une définition? Parce que pour l'instant, d'après ce qu'on entend, toi, tu as plus l'air de voir ça comme soit un événement, soit un processus très rapide. En fait, c'est des marches d'escalier. C'est qu'il va y avoir des processus très rapides, mais c'est pas non plus un effondrement de la démographie où tout le monde meurt du jour au lendemain. C'est juste que le premier choc, ça va être chiant. Le deuxième choc, ça commence à être difficile. Le troisième choc, l'État va commencer à suer un peu. Ça va vraiment être comme ça. Qu'est-ce que tu vois comme choc? Déjà les crises économiques où c'est plus est-ce qu'il va y en avoir une, c'est quand est-ce qu'elle va avoir lieu. On peut regarder n'importe quel économiste, mais maintenant ils essaient de jouer à qu'est-ce qui va péter et quand. Notamment le film qui avait été fait, je crois que c'est The Big Short, sur la crise au moment des subprimes, du coup 2 ans après la crise du pétrole conventionnel. Le personnage qui était joué par Christian Bale, mais du coup dans la vie réelle, maintenant est en train de miser sur l'eau douce, par exemple. Du coup des crises d'eau douce, la crise économique. Après, ça va être ça dépendra, mais déjà le prix du pétrole qui va monter tout seul. On va pas le sentir pendant un bon moment parce que les marchés, en fait, pour avoir bossé dans la finance, en fait, ils ont des modèles de calcul qui savent en fait finalement à quel prix ça va se vendre et quand. Donc, ils vont jamais le vendre à bas prix en sachant qu'il sera à prix fort plus tard. Là-dessus, il y a des chaînes YouTube comme Eureka qui l'expliquent très bien. En soi, c'est des vagues de chaleur de plus en plus récurrentes, mais aussi des vagues de froid de plus en plus récurrentes. Du coup, ça veut dire que les cultures, le gel au printemps, la grêle en automne, les sécheresses en été, surtout les monocultures, ça commence à pâlir un peu, sans compter les sols qui sont en train de pourrir, c'est-à-dire qu'on a perdu tout le sol vraiment arable et cultivable. En fait, ça va être de plus en plus dur, donc c'est simple. Le système va essayer de durer le plus longtemps possible, tous les prix vont augmenter. Tous les prix vont augmenter, on va pouvoir finalement se payer de moins en moins de choses. Mais l'idée, c'est à quel moment les gens pourront plus se payer suffisamment pour vivre, et ça fera comme en Égypte ou comme tout le Moyen-Orient. Toi, l'effondrement, c'est comme tu compares ça à un escalier, c'est la marche qu'on n'arrivera pas à franchir. Ouais, le moment où les camions ils arrivent plus jusqu'à ton supermarché, il va falloir se débrouiller tout seul. Le moment où ton eau elle arrive plus à ton robinet. Et le moment où tu es sanitaire, il va falloir retourner à des toilettes sèches à ton seau parce qu'il va y avoir des endroits dans la ville qui vont être prévus pour ça, parce que de toute façon il n'y aura plus d'eau à ta chasse d'eau. Le problème c'est que derrière, en fait il y a plusieurs étapes, mais du coup à partir du moment où on arrive à cette étape là, du coup tu as des problèmes sanitaires qui arrivent, l'approvisionnement en médicaments. En fait c'est comme la Grèce, finalement la Grèce a déjà vécu un effondrement exactement comme ça, où tu as plus de 30 € par jour à retirer à la banque. Au niveau politique, du coup, tu as, comment on appelle ça, du rationnement, des tickets de rationnement, tu as un travail civique pratiquement obligatoire, tu as des couvre-feux énergétiques, où ça va être des décisions politiques. La question, c'est de savoir le peuple, quand est-ce qu'il pourra plus vivre, quoi. À partir du moment où ça fera un peu une crise de panique globale, on peut parler d'un effondrement. Tu mises un peu sur la pédagogie, l'éducation populaire à travers Enjeux communs.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette association que tu as créée? Alors, en jeu commun, c'est venu un peu d'une notion qu'on appelle l'ikigai, qui est une vie qui a du sens. En fait, c'est juste quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré. Je crois que c'était Idriss Aberkan aussi qui l'avait cité à un moment, et c'est comme ça que je suis tombé dessus. Mais sans lire de bouquin ni quoi que ce soit, je me suis juste concentré sur les 4 questions de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, de quoi le monde a besoin et comment vivre au quotidien. Et il se trouve que j'adore les jeux de société, que aujourd'hui on a besoin de sensibiliser plus de monde, et je sais animer, je sais parler, je sais attirer du monde, je sais convaincre. Et en plus, si j'ai un outil comme un jeu de société, ça facilite ça facilite en fait le fait de bloquer un temps, de bloquer de l'attention pour parler d'un sujet comme ça. Et surtout d'utiliser le côté ludique pour que ce soit pas trop violent. Le but c'est de laisser les gens devenir curieux et suivre un peu les miettes. Et enfin, la dernière question, c'est de quoi le monde a besoin. Il y a besoin de plus de personnes sensibilisées. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à la conclusion d'un jeu commun, où à la base c'était juste un jeu de société sur la collapsologie. Et j'ai voulu regarder si des jeux sur l'environnement existaient déjà. J'en ai pas trouvé à ce moment-là. C'est con. J'ai trouvé peut-être un projet qui avait été fait par une école et un petit jeu qui était un jeu de mots sur l'écologie pour des peuples autochtones, quoi. Mais par contre, à partir du moment où j'ai parlé autour de moi que je voulais créer un jeu de société, on m'en a montré des dizaines et des dizaines. Donc moi qui suis amoureux des jeux de société, et qui en plus, les jeux de société, ça pourrait être un bon loisir d'avenir. Parce que quand on n'a plus d'énergie, il n'y a plus les jeux vidéo, il n'y a plus tout ça. Par contre, ton jeu de plateau, ton jeu de cartes, il est encore là. Surtout si c'est un jeu de cartes, alors c'est un peu paradoxal parce que du coup c'est des jeux de cartes en plastique, mais ils durent plusieurs vies, quoi. On peut les laver à l'eau, et du coup c'était le côté, en plus ça permet de se renseigner sur les loisirs de demain, de faire un peu de lobbying dans l'industrie du jeu de société pour que ce soit imprimé en France, et du coup ça ait un peu d'impact écologique aujourd'hui. Et en plus ça permettait de sensibiliser du monde, parce qu'aujourd'hui il y a des écoles, des entreprises, des mairies qui recherchent, et même encore plus maintenant, des animations autour de l'écologie, autour de la permaculture, autour de ces sujets-là. En jeu commun, c'est plus le lien entre tous les jeux de société autour de ces questions d'écologie. En jeu commun, c'était rapprocher ces jeux-là. Parce que du coup, pourquoi je les ai pas trouvés quand je les ai cherchés? Et du coup, c'était un peu la réponse à ça. Mais c'est un peu aussi le début de l'entonnoir pour n'oublier personne. C'est-à-dire que j'avais fait un peu un plan, comme un arbre en quelque sorte, c'est que on capte le soleil, il y a les feuilles, c'est les gens qui ne sont pas sensibilisés. C'est comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens qui ne le sont pas, comment est-ce qu'on fait pour rendre actifs les gens qui sont sensibilisés mais qui ne sont pas actifs, et comment est-ce qu'on fait pour rendre efficaces ceux qui sont actifs mais qui finissent par se taper dessus, par se faire avoir par les facteurs humains, parce qu'ils n'ont jamais appris à communiquer et à travailler ensemble, et encore moins sur des sujets qui peuvent potentiellement toucher leur survie. Donc en jeu commun, c'était l'accueil, en quelque sorte. Derrière, il y avait Transition 2030 Paris, où c'était un peu l'incubateur, l'endroit où les gens qui commencent à être sensibilisés peuvent parler. Juste sans avoir à se justifier, on a les mêmes données, on a appris les mêmes choses. Mais là, vraiment, je me sens mal parce que j'apprends des trucs violents tous les jours, quoi. Et j'ai besoin de quelqu'un pour en parler, parce que à chaque fois que j'en parle avec mes parents, c'est... En fait, à partir du moment où quelqu'un a bien envie de m'entendre, je crache tout d'un coup, et du coup la personne elle est dégoûtée, quoi. Elle n'a plus jamais envie d'entendre parler. Donc ça c'était Transition 2030 Paris. Et derrière il y avait le projet Renaissance, après avoir rencontré Thibaut Mallet, qui lui avait eu l'idée du projet Renaissance à la base, et qu'on s'est rencontré à travers Transition 2030 Paris. Où là le projet Renaissance, l'idée c'était de créer un réseau. Donc il y a surtout cette notion de réseau, de résilience, à travers tous les lieux qui se sont déjà installés en France. En fait. Donc c'est des lieux qui sont déjà un peu autonomes, qui ont des compétences d'artisanat, mais qui ont surtout commencé à s'adapter à une descente énergétique et à subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins de base, quoi. Tu t'es intéressé du coup à différents pans de la transition, on va dire, avec du coup les jeux de société, tu essaies de relier les gens entre eux, et Transition 2030 plus globale où tu essaies de réunir les gens qui sont informés de, entre guillemets, l'effondrement. Sur quelle génération reposent un peu tes espoirs Parce que moi par exemple j'assimile un peu les jeux de société à la jeunesse. La Renaissance ça va être plus pour la génération au-dessus, qui est déjà dans des projets. Quelle génération est la plus susceptible en fait d'apporter
la force de travail et des solutions, ou des sa aménagements. plus grosse pierre à l'édifice par rapport à la transition qu'on doit effectuer pour ne pas se prendre dans la figure des grosses catastrophes. Ouais. Bah, par rapport à la notion de réseau, moi ma réponse à ça c'est que c'est pas une seule génération, c'est tout le monde ou c'est rien quoi. À la base, enjeu commun, c'était relier les écoles, les mairies, les ludothèques, et ça servait un peu de cheval de Troie pour rentrer dans des espaces un peu plus institutionnels, pour se renseigner, pour voir où est-ce qu'ils en étaient. C'est-à-dire qu'en un an où j'ai fait mon tour d'observation, qui allait de petits groupes Facebook jusqu'au ministère de la Transition écologique et solidaire, c'était de se rendre compte de ce qui s'était passé. Mais l'idée, c'est que c'est tout le monde. Il y a les collapsonautes, la petite BD qui en fait une image dessus sur non, je crois que c'est à l'État de commencer, la finance. Non, mais ça, si les citoyens changent, l'industrie changera tout seul. Mais non, c'est à l'industrie de changer en premier. Et en fait, on n'a plus le temps de se poser la question. On n'a plus le temps de se poser la question. Les jeux de société, ça a l'avantage de toucher tous les publics. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de société où ça va être du puzzle, où on va parler de la nourriture bio avec des enfants de 4-5 ans, ou il y a des jeux de société modernes, du coup, qui ont vraiment récupéré les mécanismes des jeux de société du 21e siècle, donc c'est-à-dire pas les jeux comme le Monopoly, Bonne Paye, etc., que la plupart des gens qui pensent aux jeux de société, ils vont présenter ces jeux-là. Mais en fait, il y a eu une évolution géniale sur les jeux de société depuis, qui touche maintenant un public beaucoup plus adulte, et même des formations ludiques comme la fresque du climat, qui là, c'est vraiment le scalpel pour toucher quelqu'un et qu'il arrive lui-même à la conclusion. En fait, ça permet d'avoir, déjà de bloquer du temps pour en parler. Ça permet d'avoir sur une table le début et la fin du problème, de tout voir. Mais sinon, en termes de génération, c'est plutôt quelle est la spécialité des gens. C'est-à-dire que chacun a sa place, en fait. Chacun a une chose qu'il aime faire, qu'il sait faire. C'est l'ikigai, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le système fait qu'il essaie de nous faire rentrer dans un moule pour gagner de l'argent, pour acheter sa voiture, pour pouvoir payer son crédit et sa nouvelle maison. Finalement, on n'a jamais voyagé ou on n'a pas arrêté de faire des travaux dans sa maison. Dans l'entrepreneuriat ou dans le développement personnel, il y a ce genre de notion-là qui ressort beaucoup. C'est qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif? Un actif te rapporte de l'argent, un passif te coûte de l'argent. Mais en fait, les gens, ils vont chercher leur maison, pensant que ce sera leur plus grande richesse. Sauf que la maison, elle s'amortit, elle perd de la valeur avec le temps, et ça leur coûte de l'argent. C'est pas une richesse. Alors que, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est la différence entre être riche et avoir une vie riche? Le système nous fait croire que... déjà, les industries essaient de nous faire croire que c'est le peuple qui doit changer en premier, que c'est de notre faute, etc. C'est culpabilisant au possible, c'est génial, c'est infantilisant. Comme mon boss quand j'étais encore chez Natixis, même si j'étais que prestataire de service, c'est génial de se faire... d'être parlé de la sorte, c'est pas normal. Et en fait, toute la société, c'est le cas de la politique aujourd'hui, Macron, etc. Les gilets jaunes, c'est des enfants qui sont là en train de se plaindre parce qu'ils n'arrivent pas à toucher, non, parce que c'est des flemmards qui ne vont pas traverser la rue pour aller trouver du boulot. C'est intéressant quand même comme concept, mais c'est surtout la collapsologie, ce que ça présente, c'est que c'est systémique, c'est-à-dire qu'on peut présenter un problème, ok, c'est un problème politique d'un président qui n'écoute pas son peuple, c'est un problème, ça peut se régler. Mais après on se rend compte que pourquoi est-ce que ce gars-là est arrivé à la présidence, c'est parce que les gens ils ont été informés avec ce qu'ils avaient, ou ils ont les biais cognitifs qu'ils ont, et que les personnes qui sont payées pour les campagnes politiques, ils les connaissent, c'est des professionnels. Du coup ils vont appuyer sur les leviers qui marchent. Et le cerveau, c'est juste une bête machine. Du coup, si effectivement les gens sont tous intelligents, on se rend compte que n'importe qui, que ce soit le clochard dans la rue, que ce soit... tout le monde est intelligent, tout le monde a sa spécialité. Par contre, tout le monde ne peut pas être idiot, mais un idiot peut apparaître n'importe où. Ça, c'est une phrase que j'aime bien, que j'ai repris du film Ratatouille. Un cuisinier ne peut pas... Enfin, tout le monde ne peut pas être un bon cuisinier, mais un cuisinier peut apparaître n'importe où. Il suffit de modifier 2-3 mots et on se rend compte qu'on tombe dedans. Mais ouais, toutes les générations confondues. Les jeux de société, pareil, ça touche toutes les générations. Ça a évolué depuis le 21e siècle. Depuis le 20e siècle plutôt. Mais de toute façon,
chacun doit chercher sa spécialité et on va tous manger un mur. Donc, Tu penses pas que les générations, plus jeune. ou plutôt plus on est âgé, plus c'est difficile de changer, et en l'occurrence pour ce problème. Ouais. Plus on est jeune, plus c'est difficile de changer. Non, plus on est jeune, plus c'est facile de changer, et plus on est vieux, plus c'est dur. Ouais. Bah en fait, à partir du moment où tu as un crédit sur le dos, ça va être plus difficile de changer déjà. Donc effectivement, et à partir du moment où tu as des enfants, c'est plus difficile de changer, parce qu'il y a une responsabilité, et embarquer les enfants là-dedans, c'est compliqué. Dans Transition 2030 Paris, ça a été ça l'avantage, c'est qu'on rencontre tout type de personnes, jeunes, vieux, salariés, tout type de corps de métier, personnes qui viennent quitter son métier parce qu'ils ne supportaient plus de faire un truc qui n'avait pas de sens, parce qu'ils voyaient qu'il détruisait la planète à chaque fois qu'il bossait, et que le lendemain, le soir, il fait du vélo pour essayer de pas trop impacter, mais du coup, problème de dissonance cognitive. Effectivement, les générations plus jeunes ont moins de dépendance, en fait. Mais surtout que les jeunes, dans la culture populaire, ils sont là pour tester des choses. Donc les adultes vont accepter en fait que les jeunes essayent des choses. Mais derrière, moi, je pense qu'il y a différents outils pour différents publics. Et pour toucher les adultes ou les personnes plus âgées, c'est juste qu'il faut trouver le bon outil. Un climato-sceptique, effectivement, il ne faut pas essayer de lui amener un jeu de société, ça ne sert à rien. Il va s'amuser 2 minutes, mais ça ne va rien changer. Non, un climato-sceptique, il faut lui rentrer dedans avec des chiffres, avec des preuves, avec... Il faut l'enfermer dans une cellule et lui balancer toutes les infos. Ouais, presque, mais en fait, c'est juste que lui aussi, il est enfermé dans un système où il a eu les informations qu'il a eues. C'est normal, en fait. On a tous... pareil, c'est-à-dire que... Je ne sais plus comment il a appelé cette chaîne, mais c'est la fouloscopie, c'est l'étude des foules. La façon dont une idée passe à travers un public. C'est normal que tous les gens ne soient pas sensibilisés ou que tous les gens n'aient pas le temps d'apprendre. Ce que j'ai remarqué lorsque j'ai posé des questions sur Transition 2030, c'est j'ai posé la question en gros pour essayer de reproduire des déclics chez les gens sur qu'est-ce qui eux a été un déclic. Ce qu'on a remarqué, c'est que tout le monde a eu une... Alors soit ils ont eu des parents qui étaient déjà sensibilisés, du coup c'est arrivé très jeune, mais toutes les personnes qui n'ont pas eu ce cas-là, il y a eu un moment où ils ont eu un choc, mais il y a surtout eu un moment où ils ont eu du temps pour faire des recherches. Ou pour lire un livre, pour regarder toutes ces vidéos YouTube, ou pour... et ça peut se chiffrer en centaines d'heures. Donc quelqu'un qui est occupé à payer sa fin de mois, s'occuper de ses enfants et rembourser son crédit, c'est normal qu'ils ne le savent pas en fait. C'est juste que il croit les personnes en qui il a confiance, et c'est comme ça qu'une idée se déploie dans un public. Est-ce que tu penses qu'on a encore le temps de former les générations présentes On a toujours le temps. Comme je dis, toute l'humanité ne disparaîtra pas, quoi. Mais derrière, il y aura des habitudes d'hygiène sur lesquelles les gens vont devoir réapprendre à faire. Il y a tous les besoins de base où les gens vont devoir réapprendre. Et en fait, ça va très vite d'enseigner quelque chose à toute une population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne crois pas qu'on puisse faire changer les choses avant l'effondrement parce que c'est impossible de former des gens qui ne sont pas intéressés, qui n'ont pas envie d'apprendre. Par contre, le jour où ça va commencer à péter, où les gens vont être très intéressés d'apprendre, une personne qui en forme 10, qui en forme 10, qui en forme 10, qui en forme 10, on touche toute la population assez rapidement. Là-dessus, je ne m'inquiète pas trop. La seule question, c'est combien de formateurs il y a de façon initiale. Combien de personnes sont suffisamment compétentes pour faire passer leurs compétences, mais surtout, combien de personnes compétentes ont des compétences suffisantes en pédagogie pour faire passer l'information. Parce qu'après, effectivement, l'effet boule de neige, c'est un peu ce sur quoi se base la fresque du climat aujourd'hui. C'est former 10 personnes, qui vont former 10 personnes, qui vont former 10 personnes, et finalement, en formant 10 000 personnes qui font chacun sans animation, on a touché 1 million de personnes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent pas en entendre parler, ne veulent pas savoir, ou tout simplement, même s'ils en sont conscients, ils n'ont pas le temps pour s'en informer. Et leurs besoins de base sont
ils sont assouvis par leur travail, le salaire qu'ils ont, le chômage, le RSA, etc. Donc ils n'ont pas besoin de se former. Par contre, à partir du moment où ils auront besoin de se former, à ce moment-là, j'ai aucun doute qu'ils trouveront quelqu'un pour se former. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Transition 2030 que tu as créé en 2017 ? Pourquoi tu as créé ce groupe ? Alors, du coup, je suis tombé sur Transition 2030 Générale après la vidéo de Vincent Mignereau. Je sais plus trop comment, mais quelqu'un a dû poster ça en commentaire, je pense, sous la vidéo, puisque d'autres personnes sont arrivées en même temps, à peu près, à partir de la même vidéo. Et je pense que c'est comme ça que je suis arrivé sur Transition 2030 Générale. Un flux d'informations génial, très critique, très pertinent, des gens intelligents, formés, qui savent de quoi ils parlent. Mais surtout, de toute façon, quand quelqu'un ne sait pas de quoi il parle, il se fait tomber dessus par 200 personnes. Du coup, nécessairement, quand on veut faire une thèse sur n'importe quel sujet, il suffisait d'utiliser la barre de recherche, c'était génial. Sauf qu'au bout d'une ou 2 semaines, tu te rends déjà compte que ça tourne en rond, quoi. Assez rapidement, en fait, je suis allé juste mettre un like sur un commentaire qui me semblait pertinent. Et il se trouve que cette personne-là m'a recontacté 5 minutes après, quoi. Bonjour, ça fait un jour que je suis sur le groupe, j'ai juste posté un like, quelqu'un il me contacte. Et je me souviendrai très précisément de ce qu'il y avait comme message sur le chat, c'était est-ce que c'est pour montrer une simple forme d'approbation ou une véritable volonté d'action derrière ? Bonjour, ça va ? Et il se trouve que cette personne, c'était Léo Fiorini, qui lui est à Lyon. Et lui a mis en avant du coup la notion de groupe de région, en fait. Effectivement, moi ça va parler très rapidement parce qu'en fait, Transition 2030 Générale, c'est devenu un flux d'informations continu, mais on se rencontre jamais physiquement, discuter sur internet, même moi qui suis informaticien, mais ça me saoule, ça avance pas, quoi. Et lui, du coup, on s'est un peu entre-motivés tous les deux. Lui a créé le groupe de Lyon et a fait un peu la communication sur tous les autres groupes de région. Et moi, du coup, je me suis motivé pour créer le groupe de Transition 2030 Paris. Finalement, c'est assez simple, c'est cliquer sur 4-5 boutons et voir si les gens viennent. À partir de ce moment-là, on s'est dit on va se faire une réunion physique, on va se retrouver sur Paris. Je crois que la première, on était 7. Mais c'était très bien, parce qu'en fait, à ce moment-là, on avait le besoin de parler, et on a pu parler, quoi. Ça peut être très bateau, comme juste se dire les dernières données scientifiques qu'on a lues la veille. Les commentaires qu'on a sur des vidéos de Jean-Marc Jancovici ou de Vincent Mignereau ou sur les news qui sont arrivées dernièrement, ou simplement au bout de 5 ou 6 rencontres, je me suis rendu compte que c'était les mêmes questions qui revenaient régulièrement. Et c'est là où du coup toi et moi il y a eu l'idée de faire cette FAQ des questions qui se revenaient régulièrement, en fait, qui sont assez simples. C'est qu'est-ce que je fais pour mon métier, qu'est-ce que je fais pour mes enfants, à quoi mon avenir va ressembler, comment est-ce que j'arrive à toucher les personnes autour de moi, c'est vraiment les questions qui reviennent tout le temps. Et est-ce que ce groupe justement il permet de répondre aux questions des gens, à ces mêmes questions qui reviennent tout le temps ? En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a 2 façons de faire. Soit tu as une base de données avec toutes les réponses de l'univers et un super moteur de recherche et tu peux rechercher dedans. Soit simplement tu as une communauté et tu poses la question et tu as nécessairement quelqu'un dans le groupe qui a soit un morceau de la réponse, soit qui est intéressé et qui du coup va pouvoir chercher la réponse avec toi. Et c'est là vraiment moi mon modèle, c'est que en fait il suffit d'avoir un canal de communication où on peut poser la question. Et nécessairement, soit il y a quelqu'un sur cette planète qui a trouvé une solution, un aménagement, une façon de contourner le problème, soit il y a des gens qui ont la même problématique que nous, en fait. Parce qu'a priori, on n'est pas différents des autres. On se pose tous les mêmes questions, peut-être pas au même moment de notre vie, mais l'histoire se répète, comme on dit. Et du coup, pour l'instant, ce groupe, il s'est tourné vers, donc il s'est complètement détourné du fil d'actu en permanence sur les nouvelles. C'est plus sur les événements qui ont lieu à Paris et en Île-de-France. Et donc, selon toi, est-ce que du coup, ça ramène des gens? Est-ce que les gens vont à ces événements? Est-ce que tu remarques que ça progresse grâce à ce groupe?
Alors en ce moment, on est dans un milieu un peu intermédiaire, mais effectivement, en fait, Transition 2030 Paris, ça marche plutôt bien parce que, je sais plus si c'est moi qui ai eu l'idée à la base, mais en fait, c'est venu de l'idée de, on ne veut pas recréer un Transition 2030 général avec des données, des informations entre Parisiens. Il y a Transition 2030 général qui le fait très bien. Dans Transition 2030 Paris, on va parler de Paris, quoi. Là aujourd'hui, c'est beaucoup tous les événements qui sont disponibles sur Paris sur la thématique de l'écologie, de près ou de loin. Pour se retrouver physiquement. Et effectivement, au début, c'était une rencontre toutes les 3 semaines à peu près, physique, où on peut se raconter ce qu'on a vécu ces 3 dernières semaines, juste se sentir un peu bien parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. D'ailleurs, ça c'est une phrase qui, moi, me parle beaucoup, c'est autonome mais jamais seul. C'est-à-dire qu'on est responsable de nous-mêmes, on n'est pas responsable de son voisin et de ce que lui ressent et de ses émotions. Les émotions, surtout quand on a découvert la collapsologie, mais on a tous des sautes d'humeur ou des baisses d'humeur plutôt même. Et c'est normal, on ne peut pas être responsable à la place des personnes à côté. Par contre, ne jamais être seul parce que nécessairement il y a quelqu'un qui est à côté pour nous filer un coup de main, pour simplement apporter la solution de la question à laquelle on se pose. Et se rendre compte qu'il y a du monde, il y a du travail qui est fait. Et à voir si ce sera suffisant, probablement pas. Mais nécessairement ça va changer la donne. Comment t'aimerais voir évoluer ce groupe? Transition 2030 Paris, à la base, la façon dont je le voyais, c'était surtout des gens qui démarraient des projets. C'est leur responsabilité, c'est leur projet. Mais du coup, ils peuvent venir chercher des coups de main sur Transition 2030 Paris, en fait. Ce qui fait que là où on est en ce moment sur poster des événements régulièrement, j'aimerais beaucoup le changer. Parce que finalement, je me rends compte que même si ça répond à un besoin, qui est, il y a des gens qui ont besoin de se rendre compte qu'ils ne sont pas fous, qu'il y a des scientifiques qui ont validé toutes ces hypothèses, pourquoi, comment, quand, de se rendre compte que c'est systémique, que tel truc c'est lié à tel truc, que tel truc c'est lié à tel truc, que je peux faire mes cosmétiques moi-même, que je peux me nourrir moi-même, que je peux répondre à mes besoins de base moi-même. Par contre, effectivement, là, ce que j'aimerais, c'est que Transition 2030 Paris, ça aille vers plutôt de l'entraide, de la mise en réseau. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de quitter Paris et qui ont envie de préparer la résilience de Paris. Et ce serait exactement l'endroit pour faire ça. Donc l'idée, c'est une plateforme qui appartient à tous. Les gens, quand ils démarrent un projet, ils viennent chercher un coup de main. Mais je veux dire, chercher un coup de main, ils viennent pas chercher des clients, quoi. Ils viennent pas, j'ai fait un événement et venez tous, sinon je vais me retrouver tout seul avec 2 pecnos, quoi. C'est surtout aussi, j'ai commencé à avoir horreur des événements gratuits. Je ne comprends pas. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans une thématique de résilience et de chercher des métiers qui ont du sens. Mais derrière, il y a toutes ces associations qui font des trucs gratuits, qui du coup empêchent de créer un métier et de donner des métiers qui ont du sens à tous ces gens-là. Et effectivement, du coup, comme personne ne gagne d'argent, les seuls ateliers auxquels on peut aller, c'est les ateliers gratuits. C'est un peu con. Du coup, personne n'a quoi gagner pour vivre. Personne n'a pris la responsabilité de faire ses propres projets, de faire ses propres pas. Alors que ça devrait être ça, Transition 2030 Paris, c'est je démarre mon projet tout seul. Si ça intéresse des gens, ça avance. Si ça intéresse personne, génial, je perds pas plus de temps. On repasse, ça se trouve, le voisin, il a un super projet, justement, ça m'intéressait. Mais en ce moment, j'avais pas trop le temps. Et voilà, il y a cette chaîne YouTube là qui me parle et le gars il est venu chercher des coups de main. Allons-y, quoi. Quitte à se mettre 10 personnes pendant un mois sur tel projet, mais on voit des résultats. Là où aujourd'hui c'est un peu quelque chose de sympa. En fait, j'en ai marre de faire quelque chose d'intéressant, quelque chose de sympa. Comme quand on parle de collapsologie avec quelqu'un qui est prêt à écouter, il dit ouais, c'est intéressant. Quoi, c'est intéressant? Tu vas crever, mon gars! Et ouais, j'aimerais aller au-delà de juste l'événement pour se rencontrer et juste blablater. C'est-à-dire que si on veut discuter, on fait une réunion de Transition 2030 Paris et on vient pour discuter, quoi. On vient parce que j'ai des questions et j'ai envie de trouver du monde qui se pose les mêmes questions que moi, quoi. Il y a d'autres projets auxquels tu voudrais nous parler, d'autres projets qu'on n'a pas évoqués? Ouais.
Donc là, il y en a deux qui sont assez liés, dont on n'a pas encore parlé. C'est egao.fr. En fait, là, c'est moi en tant qu'auto-entrepreneur. Quand j'ai vu la façon dont moi ça m'a motivé lorsque j'ai découvert mon Ikigai, et surtout avec toutes les recherches que j'ai fait sur le développement personnel, à force de faire juste des petits conseils à des amis ou simplement poser les questions, essayer de comprendre là où ils en sont, et même des personnes qui m'ont contacté juste pour discuter 3 heures dans un bar en tête à tête sur là où ils en sont, ben, je me suis rendu compte que être coach, même si c'est un anglicisme, donc je dirais accompagnateur ou juste quelqu'un pour écouter et poser les bonnes questions, moi qui surtout adore poser les questions qui fâchent, devenir un peu coach de vie sur tout ce qui est reconversion professionnelle ou reconversion personnelle. Est-ce que j'ai vraiment envie de rester en centre-ville, proche de ville, ou est-ce que je serais capable justement de vivre à la campagne? Est-ce que j'ai prévu un peu tout? Et avec tous les outils d'intelligence collective que j'ai rencontrés dans mon année d'observation, j'ai commencé à lancer ça. Donc le site c'est egao.fr, mais en fait c'est vraiment porté sur la notion de l'ikigai, sur une vie qui a du sens. Une vie riche. Pas être riche, mais avoir une vie riche. Et moi, je pense que je suis vraiment très doué pour synthétiser, rapprocher des outils ou créer les outils quand il y a quelque chose qui manque. C'est là pour l'instant un métier. Du coup, Enjeu commun, c'est une association. Je suis coprésident, je n'ai pas forcément le droit de gagner de l'argent. Peut-être que je laisserai ma place à quelqu'un, histoire de pouvoir faire des prestations au nom d'Enjeu commun et gagner de l'argent comme ça plus tard. Mais l'idée pour moi, c'est d'avoir 3 métiers et que chacun m'apporte un tiers d'un salaire. Donc Enjeu commun, Transition 2030 Paris, c'est juste un groupe. L'idée, c'est que ça reste gratuit, que ce soit gratuit, que les gens puissent trouver du monde au besoin. Egao, qui est du coup un accompagnement à la reconversion professionnelle que je peux faire en fait à distance. Pour moi, le rêve, ce serait, je bosse 3 semaines par mois à distance dans mon van aménagé, je peux aller n'importe où faire du coaching à distance en visio. Et en fait, pendant ces 3 semaines, je prépare des ateliers dans la grande ville la plus proche pour les gens qui ont envie justement de se reconvertir ou qui sont en train de se poser des questions. Et du coup, de faire sur cette semaine 3-4 ateliers, c'est-à-dire que si le premier est plein, j'en fais un deuxième, si le deuxième est plein, j'en fais un troisième. Après, je fais peut-être une file d'attente, mais que du coup, sur une semaine, un travail plutôt dense et un peu au fil de l'eau, Enjeu commun, projet Renaissance, Transition du monde 30 Paris un peu moins en ce moment, pour des raisons de PFH. Et l'ikigai, qui moi me parle beaucoup, le putain de facteur humain, qui peut être aussi le parfait facteur humain. En fait, c'est quand les gens s'assemblent, ça avance vraiment bien. C'est comme en permaculture en fait. Hein. L'association de culture, bien gérer les bordures entre les différents projets, prendre une grande phase d'observation pour comprendre comment le système fonctionne avant d'essayer de le changer. Et ouais, c'est assez inspirant. Mais d'ailleurs, il ne faut pas croire que même avec tout ça, en supposant que le projet Renaissance se développe nationalement, qu'Enjeu commun se développe nationalement, que moi j'arrive à reconvertir des gens et même à reconvertir des gens dans du coaching de vie qui du coup reconvertissent des gens à leur tour. Génial. Par contre, déjà l'effondrement, on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu, mais tout nous porte à croire que de toute façon les premières marches de l'escalier, ça va pas tarder. Et d'ailleurs, en fait, ça a déjà lieu à plusieurs endroits. La question, c'est quand est-ce que nous, ça va nous toucher. Parce que la Grèce, si c'est pas un effondrement, qu'on me dise ce que c'est, les nappes phréatiques en Inde, etc., qui vont être vidées en 2020, c'est simple, hein, on verse une bouteille d'eau, on voit combien il y a d'eau qui coule, à un moment, la bouteille d'eau, elle est vide. Hein. Donc on peut dire exactement à quel moment la bouteille d'eau sera vide. Et là, c'est des milliards de personnes qui vont chercher de l'eau. Et surtout, c'est un contexte social qui va être explosif, quoi. Si supposons que moi je suis un climato-sceptique, je vais te dire que ça n'arrivera jamais en France, c'est exceptionnel, qu'il fasse chaud comme ça. Il y a une sorte de sentiment de privilège en France, je trouve. Qui est tout à fait vrai. On est privilégié. À savoir si on va pas se faire bouffer, c'est autre chose. Parce que le jour où ton pétrole il coûte 200 $ le baril... Oui, mais là je te parle d'un sentiment de privilège qui conduit au déni. Moi je te
parle de ce Mais sentiment. le déni, c'est pas tant une question de privilège, c'est une question de mécanisme d'autodéfense du Oui, cerveau mais humain. justement, pour approfondir un peu ce sujet, le fait qu'on soit, nous, dans un pays qui n'a pas connu de guerre depuis plusieurs décennies, où tout marche pour le mieux, entre guillemets, en tout cas, on est, entre guillemets, en croissance, enfin, on n'a jamais subi depuis des années de problèmes majeurs qui pourraient faire croire, faire supposer ou laisser imaginer qu'il va y avoir des problèmes. Que ça ne nous touchera jamais, quoi. Voilà, les gens en fait ils sont tellement. C'est toujours ah mais ça s'est jamais vu dans le passé donc ça ne se verra jamais dans le futur. Bah moi, pour m'en convaincre, c'est-à-dire que, comme sur Transition 2030 Générale, où tu as des informations qui tombent tous les jours, pour éviter de remettre le nez dedans, j'ai besoin de stocker, de synthétiser, de récupérer tous les chiffres qui me font croire que le mieux on va se le manger, c'est bon, on peut mettre une croix dessus, c'est acté, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Mais par exemple, c'est aujourd'hui, on a un agriculteur sur deux qui se suicide, enfin un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, en moyenne. Parmi ces agriculteurs, il y en a la moitié qui part à la retraite avant 2030, et pour l'instant, il n'y a pas la relève pour les remplacer. Un peu mieux maintenant, depuis qu'il y a la collapsologie, que tout le monde se redirige vers l'agro. Mais les problèmes, ils sont là aujourd'hui. Hein. On peut mesurer la qualité des sols, ça c'est visible. Les coulées de boue, on les voit de plus en plus. Les canicules, les vagues de chaleur, on les voit de plus en plus. L'impact sanitaire, la quantité, les statistiques de burn-out au quotidien, le contexte politique où c'est quand même vachement frustrant. Où moi j'ai bossé 10 jours à essayer de sensibiliser 10 personnes. Et ensuite, on a un président qui, ou en tout cas, on va dire un État, qui choisit de faire voter une loi pour pouvoir chasser 100 000 espèces, dont certaines en voie de disparition. Et merde, quoi. Oui, ça va nous toucher. Ta bouffe, elle va coûter plus cher, ton essence va coûter plus cher, ton eau, elle va plus arriver à ton robinet. La Grèce, elle a été touchée. Nous-mêmes, on a été touchés pendant la crise de 2008. Faut pas croire que ça va pas se répéter. J'aime bien dire que c'est un peu la phrase que j'utilise sur un jeu commun, c'est quand effectivement pour l'instant on gagne, on est en train de jouer à un jeu de société, les règles du jeu sont là, elles changent un petit peu, et on s'amuse à lancer un dé à chaque fois. Si on tombe sur 1, on a perdu. On lance le dé. Ah, on a gagné, on est tombé sur 6, 5, 4, 3, 2, 1, oups, on a fait 1. Et ça va nous tomber dessus à un moment. En fait, ce n'est plus sérieux de dire que ça va pas arriver. On peut pas dire que ça va arriver à telle date, mais dire que ça n'arrivera jamais, c'est pas sérieux. En tout cas, il y a un domino qui va tomber à un moment donné et qui va enchaîner. C'est ça le risque, c'est-à-dire que on part d'escalier, mais effectivement c'est peut-être des dominos, à voir si les dominos sont trop proches et qu'ils vont tous partir d'un coup. Mais effectivement c'est peut-être même plus des dominos que des marches d'escalier le problème. Parce que l'économie, effectivement en ce moment, toutes les simulations c'est on va peut-être tenir jusqu'à 2022, on va voir. Et puis de toute façon, aujourd'hui, les gens qui finissent en burn-out, c'est aujourd'hui, hein, c'est pas demain. Et puis le fait que vous avez besoin de rembourser votre prêt immobilier et que vous passez votre vie, vous partez en vacances à Bali pour pouvoir échapper à votre quotidien ici, etc., c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Le fait que vous bouffez de la merde et que vous finissez par être malade et devoir aller chez le médecin, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Mais du coup, qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui sont dans l'urgence du moment présent, qui ont toutes ces problématiques à l'instant T et qui du coup n'ont pas envie ou n'ont pas le temps de s'occuper de ces problèmes d'écologie et de problèmes systémiques de notre société? Je dirais qu'en France, on n'a pas d'excuses. En France, on n'a pas d'excuses. On a du chômage, du RSA, on a du woofing, à plus savoir qu'en faire si on a besoin de temps pour réfléchir. On a beaucoup de contexte social ou des aides ou des machins ou des trucs. On a toutes les informations qu'il nous faut. On a Internet haut débit. Aujourd'hui, quelqu'un de sceptique, c'est juste quelqu'un qui s'y est jamais intéressé ou qui effectivement, où son cerveau force de tout son
naître à ne pas se renseigner dessus, parce que ça fait peur, et effectivement c'est normal, ça fait peur. Mais derrière, on est adulte, quoi. On va prendre le cas du salarié. Il a effectivement un prêt à rembourser, il a des gamins, il y a sa femme qui n'est pas du tout intéressée par ces sujets-là. Il y a des choix personnels à faire. On a l'avantage que quand même, on a quand même pas mal de temps. On a tous 24 heures dans une journée et on peut bosser en journée et faire 2-3 trucs le soir. Et après, il y a des solutions comme le woofing où c'est gratuit, quoi. Pour quelqu'un qui est salarié, ça va être peut-être plus compliqué de partir, mais il y a beaucoup de choses qui sont gratuites aujourd'hui. Beaucoup de logiciels qui sont gratuits, beaucoup de choses inspirantes. C'est assez facile de se faire une activité sur Internet. C'est assez facile de tomber sur des personnes qui sont inspirantes, qui ont déjà fait des choses et qui pourraient nous donner envie de parcourir ce chemin-là. L'idée, c'est on a tous nos choix personnels à faire, quoi. Disons que... Comment dire ? Même si on mourra tous, a priori, ça va pas changé entre aujourd'hui et avant. On est vivant aujourd'hui, à un moment on va mourir, on ne sait pas quand est-ce que c'est la date de fin. C'est exactement ça l'effondrement. C'est juste qu'on a rapproché un peu la date. Finalement, la conclusion est la même. On est là un certain nombre de temps sur cette terre et on essaie de vivre le mieux qu'on peut, de s'amuser, d'avoir une famille, d'avoir des objectifs. L'idée, c'est vraiment, on est vivant, donc montrez que vous êtes vivant, quoi. Quelqu'un qui, au contraire, quelqu'un qui a un travail, a du temps, enfin a de l'argent et pas forcément du temps, et quelqu'un qui n'a pas forcément de travail, il a énormément de temps. Vous avez des tas de personnes retraitées qui demandent que ça, de raconter leur histoire, de raconter ce qu'ils savent. Il y a des tas d'associations, c'est-à-dire que le tissu associatif français, il est énorme. Encore plus si on habite proche d'une grande ville, mais tout est accessible par Internet, toutes les informations de ces associations sont disponibles sur Internet. Et surtout que c'est assez fun. C'est-à-dire que toute cette problématique-là a l'avantage que c'est intéressant. Ça développe l'esprit, on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Tout ce qui est communication non violente, mais du coup j'ai peut-être communiqué mieux avec mon voisin, donc j'ai peut-être réussi à faire passer une idée plus facilement. Et c'est des choses que je peux utiliser dès aujourd'hui, où je dépenserai moins d'argent dans des trucs complètement débiles. Ou tout simplement, par le minimalisme, je me rends compte qu'en ayant moins de choses, je vis mieux. Et en fait, c'est ça, c'est dans un premier temps s'informer. Quand on se rend compte que, ok, il y a un problème, commencer par faire du propre chez soi. Très important avant d'arriver dans le projet de quelqu'un d'autre, parce que sinon on arrive avec ses bottes boueuses sur le projet de quelqu'un d'autre et on finit par gêner le projet, quoi. Donc faire du propre à la maison, faire du propre sur soi, un peu de développement personnel, ça fait pas de mal. Mais en apprendre plus sur soi et... Ouais, donc je pense qu'en fait, en France, on n'a pas trop d'excuses. Et de toute façon, l'être humain est super adaptable. On pourra toujours se débrouiller. Après, par rapport au fait on ne peut pas échapper au mur. On va se le manger, le mur. Oui. On sait que après le beau temps, il y a la pluie, et après la pluie, il y a le beau temps. Mais a priori, quand il pleut, on peut aller s'abriter. Ça ne va pas empêcher la pluie de tomber, mais on peut s'abriter. C'est un peu ce que disait le youtubeur qui a fait la barbe, Nicolas Mérieux. On va se prendre une baffe. On le sait qu'on va se prendre une baffe. Donc est-ce qu'on veut se la prendre de là, ou est-ce qu'on veut se la prendre de là, tirée par un char d'assaut? Non, ce serait bien de faire une chute, mais de tomber sur un coussin. Ce serait bien, mais on va tomber. Par contre, au milieu de la chute, on ne peut pas dire « pause, en fait ça ne me va pas du tout, j'aimerais bien remonter en haut ». Quel est ton rapport à la politique et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine? Il y a politique et politique. Il y a ce qu'on voit aux infos, c'est pas de la politique. C'est des gens en train de c'est de la polémique, exactement.
Non, la politique, même si j'ai beaucoup hésité, surtout que maintenant il y a les programmes comme La Bascule, il y a moi-même mon maire que je suis allé voir du coup pendant la période des Gilets jaunes et sur le grand débat, où du coup ma ville, enfin en tout cas la ville où se trouvent mes parents, a fait partie des villes qui a eu accès au grand débat, où la députée est venue, etc. Où je me suis un peu frité avec le maire, on va dire. Enfin surtout, non, il s'est posé la question de quand est-ce que j'allais me suicider. Ce pauvre garçon, aidez-le, quand est-ce qu'il va se suicider? Mais derrière, en fait, il l'a vraiment mal pris. C'est-à-dire que j'ai attendu la dernière minute du grand débat pour expliquer aux 125 retraités qui étaient là, parce qu'on devait être 3 personnes en dessous de 30 ans, qui étaient en train de dire « Ouais, mais moi, quand j'essaie de passer mes sous à mes enfants, il y a l'État qui ponctionne 50%, du coup, je vais tout dépenser et faire des voyages avant que l'État me prenne tout. » Je leur ai gentiment rappelé que je préférais avoir une planète vivable que eux aller faire leur petit tour en avion, quoi. Et à ce moment-là, effectivement, du coup, rapport avec le maire, rapport avec la députée, des personnes qui sont venues me voir à la fin. Moi-même qui, un peu sur le ton de la blague, je dis à ma mère de se présenter en 2020 pour la mairie. De toute façon, on va retourner au municipalisme. Hein. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas tant de la politique que du lobbying, on va dire. C'est bien puisque les prochaines élections sont municipales. Ouais. La bascule forme des futurs maires. Avant, il y avait eu ma voix. Avant, il y avait eu... Il y a des choses. La seule chose, c'est surtout ne pas attendre que quelqu'un d'autre fasse à notre place. Enjeu commun, c'est du lobbying. On va parler d'environnement. J'ai présenté ça au maire et du coup, on va parler d'environnement. Surtout qu'en ce moment, il y a tous les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriale qui se lancent et toutes les villes qui ont plus de 10 000 habitants sont obligées d'en faire. Du coup, c'est l'occasion de remettre les compteurs à zéro. Sinon, j'avais un peu bossé avec Alternative Territoriale pour le plan climat de la ville de Paris, sur la mise en place d'un comité de suivi citoyen sur ce que faisait l'État. J'ai participé un peu au Shift Project, j'ai participé un peu sur la monnaie locale de Paris. Par exemple, pour la monnaie locale, pourquoi j'y suis allé? Parce que c'est intéressant de comprendre comment est-ce que la monnaie, comment est-ce qu'on pourrait recréer une monnaie en cas d'effondrement. Je sais pas, on fera avec des glands, avec des capsules, on va la faire à la Fallout, mais vraiment, il y a des notions qui vont du survivalisme au bon sens, quoi. Tu as évoqué les gilets jaunes. Qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui m'inspire, c'est que les gilets jaunes, c'est quand même un super moment où les gens se sont intéressés au monde qui les entoure. Et on le voit bien du coup, que même quelqu'un qui gagne peut-être peu, et merde, c'est des êtres humains, ils sont intelligents et on parle pas comme ça. Un politique ne devrait pas parler comme ça d'une population, d'un groupe, d'un quoi que ce soit. En ce moment, c'est hallucinant. Il y avait déjà eu toute la période sur la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, où le prix que ça nous a coûté, quoi. Moi, ça me fait chier que mes impôts soient passés là-dedans. 200 000 balles la journée. Ça a duré 2 mois. Et là, il y a encore des grands-mères qui sont en train de se faire attaquer en justice parce qu'elles ont ramené les gaz lacrymogènes, toutes les capsules de gaz lacrymogène qu'ils ont récupérées sur place. Et ils ont ramené, je sais plus si c'était en face d'un tribunal ou en face de la mairie. Mais elles sont en train de se faire attaquer en justice pour ce genre de choses-là, quoi. Les gilets jaunes, c'est impressionnant, c'est génial. Et ça nous montre bien la façon dont l'État va réagir en cas d'effondrement, à voir s'ils sont capables de produire autant de balles de défense en cas de pénurie énergétique. Je serais curieux de voir ça. Mais oui, à un moment, et il faudra faire une résistance, il faudra repartir dans des milieux peut-être un peu plus anarchiques, dans des machins, peut-être pas anarchiques, mais en tout cas des modes de gouvernance plus bas échelle. C'est-à-dire qu'on décide en groupe, on décide au niveau peut-être de la ville, mais occupez-vous de vous, quoi. C'est dommage, parce que occupez-vous de vous, c'est dangereux. Parce que les règles, il y en a qui sont là pour une raison. Si jamais on n'empêchait pas les industries
enfin, la planète elle aurait déjà cramé, quoi. Et surtout, les industries, c'est important parce que ça fait des économies d'échelle. En termes de production, l'industrie, le capitalisme, ça a permis effectivement d'avoir plus de richesses, d'avoir plus de choses. Après, on peut se poser des questions sur la répartition. Mais s'il n'y avait pas eu ces choses-là, en fait, si chacun faisait ses petites choses dans son coin, chacun fait... en fait, tout le monde dépense de l'énergie. C'est comme si tout le monde faisait de la R&D pour la même chose. On va tous arriver au même résultat, mais on va avoir dépensé 100 fois plus. Ouais. Mais effectivement, à un moment... faut dire que le système, il est très fragile en ce moment. Vraiment, si on a envie de le faire péter, c'est pas très compliqué. Il suffit qu'on retire tous 500 € à la banque le même jour. La banque, elle est à terre. Il suffit que... à un moment, les gilets jaunes en aient un peu marre d'être bienveillants, ce qui est le cas en ce moment. Ils sont en colère et ils se défendent, histoire de ne pas se faire tuer. C'est un peu le cas. Je rappelle quand même que là, juste pendant la fête de la musique, des policiers qui chargent des jeunes en train de faire la fête et des personnes qui finissent à l'eau, il y en a un qu'on n'a toujours pas retrouvé. C'est sympa. À un moment, les gens ils vont en avoir marre. À un moment, on va leur rentrer dedans. Alors effectivement, le problème c'est que ça marche pas. Parce qu'il y a toujours un public qui prônera la non-violence. Mais à un moment, si c'est la survie, ou si c'est ça ou la mort, les gens vont faire un choix. C'est tout. Est-ce que tu vois une forme de révolution qui se profile ou est-ce que tu vois plutôt, est-ce que tu nous vois plutôt continuer docilement vers l'échafaud sans broncher? Je pense qu'on va aller docilement vers l'échafaud, pas sans broncher. Mais ceux qui bronchent seront face à des gens qui disent « Oui, mais c'est des vilains qui cassent les vitrines ». Alors que les gens ne regardent pas autour d'eux, le monde est en feu et tout va bien, tout va bien. Non, c'est vraiment frustrant. On va y aller tout simplement aussi parce que le problème est trop gros, on ne peut pas l'échapper. C'est-à-dire que même si on ramait tous dans le même sens en même temps, on se mangerait quand même le mur. Et on l'aurait un peu moins fort, mais... Par contre, est-ce qu'à un moment, un groupe structuré va faire le choix d'attaquer la politique telle qu'elle est aujourd'hui? Je pense que ça va arriver. L'écoterrorisme, ça va arriver. À un moment, quelqu'un en aura marre et plutôt que de se suicider tout seul dans son coin, il va aller s'éclater quelque part. Ça va arriver, c'est-à-dire que on ne le souhaite pas, on ne le veut pas, mais empiriquement, les gilets jaunes, c'est un symptôme. Le réchauffement climatique, c'est un symptôme d'un problème. C'est l'arbre qui cache la forêt. Mais à un moment, quand les gens n'en peuvent plus, ils se défendent. Quelqu'un qui est dos au mur, il se défend. Quand on a brûlé les bateaux et la seule solution c'est de gagner, et on y va. Après, c'est à savoir quand est-ce que ça va avoir lieu, dans quel contexte. Effectivement, là, le mouvement des Gilets jaunes, ça va se calmer cet été. Mais cet hiver, quand ils se rendront compte que ce que l'État leur a donné leur a repris le jour d'après, que là l'électricité, le prix va doubler parce qu'ils ont voulu l'offrir à la libre concurrence, mais que finalement la libre concurrence s'est plantée et que le prix d'EDF était moins cher que le prix de la concurrence, et du coup pour rééquilibrer le marché, ils ont forcé EDF à monter ses prix. C'est débile. Débile. À un moment, les gens, ça a coûté plus cher, et le jour où tu n'as pas de bouffe sur la table... Après, il faut savoir que l'être humain crée lui-même son propre bonheur. Donc même en cas d'effondrement, il y aura toujours des gens heureux, il y aura toujours des gens malheureux. On regarde des pays en crise, on leur demande de 0 à 10, est-ce que vous êtes heureux? Nécessairement, 3 ou 4 mois après la crise, le cerveau est extrêmement résilient. Le cerveau humain, il est magnifique. Il est débile, mais il est magnifique. Du coup, je ne sais pas si les gens finiront suffisamment malheureux pour attaquer collectivement, et encore moins pour être suffisamment structurés collectivement. Par contre, le fait qu'un jour, il y ait un écoterroriste, un individu isolé,
J'ai aucun doute là-dessus. Un jour, le gars, plutôt que de se suicider tout seul dans son coin, il va venir se péter à un endroit. Et puis, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Le Darknet, c'est facile. Hein. C'est comme tout, il y a des tutos. Est-ce que tu as déjà essayé de te mettre dans la tête d'un dirigeant ou d'un ultra riche qui, on va dire que même là, tu as un homme qui fait partie des 1% les plus riches, il est convaincu qu'il va y avoir l'effondrement. Il est convaincu qu'il sera le plus sombre et le plus noir possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il va plutôt chercher à se défendre ou à rétablir l'équilibre, de redistribuer les richesses. Déjà, il va pas chercher le bunker parce que le bunker, c'est dire à tout le monde « Hey, regardez, j'ai des années de bouffe et c'est pas pour vous ». Les milices, ça pourrait marcher. Déjà, il faut savoir qu'avec toutes les pénuries, les marchés noirs vont réapparaître, donc il y aura probablement des mafieux et des personnes à la tête de ces mafias, simplement. Donc peut-être que simplement les ultra riches d'aujourd'hui seront les mafieux de demain, on verra. Parce qu'ils auront eu la possibilité de s'y préparer. Sont-ils pas déjà les mafieux d'aujourd'hui? C'est probablement déjà le cas, un petit peu. Pas tous. Ils ont tous des... Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est faillible et que, effectivement, que ce soit du Nicolas Hulot ou du quelque chose, ils ont tous une partie de noir. Mais c'est comme le journaliste qui s'est amusé à être contre Pierre Rabhi. Le gars, il s'est fait plaisir, quoi. Pierre Rabhi, il a aidé du monde, point. T'es pas d'accord parce qu'il a pas de diplôme, mais on s'en fout de ton diplôme. Après, quelqu'un de riche, qui aujourd'hui a énormément de capital, je prends quelqu'un comme ce japonais qui a envie d'envoyer des artistes faire le tour de la Lune. Faut les rendre misérables, en fait. Rien que le fait qu'ils proposent ce genre de choses-là, il faut les rendre misérables. C'est genre... Comme si le gars était démodé, il faut qu'il rentre dans sa caverne, quoi. Par contre, si moi, disons que là j'ai 1 milliard d'euros qui me tombe dans les mains. J'ai 1 milliard d'euros qui me tombe dans les mains et je suis youtubeur célèbre avec 200 000 abonnés. 200 000 c'est même pas beaucoup, disons un Cyprien, 12 millions d'abonnés. Peut-être même 13 millions maintenant. C'est simple, dire la vérité. Les gens sont adultes, c'est-à-dire que les scientifiques ont pris des gants pendant longtemps, ce qui fait que... Ils s'entraînent encore. C'est ça le problème. Ouais. Parce que quand on parle de 2100, ça touche personne. Ouais. Mais du coup, ouais, ils ont pris des gants et du coup aujourd'hui ils regrettent en fait d'avoir été gnangnan ou d'avoir été politiquement correct. Mais ça suffit, le politiquement correct, c'est dire la vérité, investir. Si je devais dépenser de l'argent, effectivement, déjà il faudrait changer la fiscalité, parce que le problème des agriculteurs aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas embaucher. Le woofing a été une solution toute bête pour qu'ils aient un peu de main d'œuvre. Mais première chose, c'est du coup, j'utilise mon argent pour faire du lobbying, pour changer ce genre de loi-là. Il y a assez peu de personnes en fait qui bloquent tout. Après, c'est systémique, mais il y a soit la solution A, je dépense mes sous pour faire disparaître certaines personnes, soit solution B, c'est faire du lobbyisme, créer du boulot, envoyer des gens dans les champs. C'est intéressant ce que tu dis, parce que est-ce que c'est pas justement ce que font déjà les ultra riches et les oligarques, à savoir faire disparaître quelqu'un quand il va poser trop de problèmes? Je crois que 2019 est l'année où il y a eu le plus de disparitions d'écologistes dans le monde. Ou c'est peut-être 2018. Mais nécessairement, les écolos en ce moment, il y en a qui disparaissent un peu à droite à gauche. C'est bizarre. Pas encore en Europe, mais ça pourrait venir, quoi. Ouais. Après, en France, il y a quand même nos journalistes qui sont convoqués par la DGSI parce qu'ils étudient des choses pas nettes que fait notre État. Il y a le fameux les fiches J. Je ne sais pas ce que veut dire le J, mais c'est bizarre. Il y a aussi, je ne sais plus quel politique là en ce moment, qui dit qu'il faudrait un conseil du journalisme parce que les journalistes disent des mauvaises choses. Les blessés gilets jaunes, il y a la loi Blanquet qui interdit les professeurs d'être contre la ligne directrice de l'éducation nationale.
Il y a les temps à l'hémicycle à l'Assemblée nationale où le temps de parole des opposants a été voté sans la présence des opposants. Ouais, mais si j'étais riche, ouais, effectivement. Est-ce qu'on pourrait dire que si tu étais riche, tu arriverais à survivre à l'effondrement? C'est trop aléatoire, peut-être. Mais je pense que moi, je me vois bien survivre à l'effondrement parce qu'en fait, il suffit d'être un peu malin. Je pense que tous ceux qui ont déjà entendu parler de la collapsologie aujourd'hui, qui font déjà quelques recherches, rien que mentalement, le jour où ça va péter, ils savent pourquoi ça va péter. Ils savent ce que c'est, du coup ils peuvent se préparer, ils peuvent regarder à droite à gauche. Tous les gens courent dans cette direction, moi je vais partir dans la bonne. Par contre, quelqu'un qui a jamais entendu parler de ces choses-là à l'avance, le jour où ça pète, il est tétanisé. Il fait rien. Il se tue à petit feu. Et je pense que c'est ça la grosse différence des gens qui vont survivre ou pas en fait. À partir du moment où quelqu'un s'est déjà formé un peu psychologiquement, il sait que ah ok mes bactéries elles sont là, mon ventre il fonctionne comme ça, j'ai besoin de tant d'eau, ma santé c'est ça, quand je suis blessé il faut que je fasse telle chose, quand je peux me repérer dans l'espace, et des choses du genre. Comment est-ce que je peux communiquer avec un voisin sans lui cracher dessus? Je pense que certaines personnes se débrouilleront. La question c'est juste est-ce qu'il y a deux gros bras avec des machettes qui vont venir nous tuer quoi. Parce que ouais du coup je me suis bien débrouillé, on a fait une communauté où on a un peu de bouffe. Sauf que de l'autre côté il y a une communauté pillard qui... Alors, je suis pas sûr qu'on arrivera jusque là, parce que ces gens-là survivront pas. Ils survivront un moment en tout cas. Ils survivront un moment. Mais à long terme, je vois mal les choses. Mais je pense que là, si j'avais de la thune aujourd'hui, j'embauche. Je fais disparaître 2-3 personnes. J'embauche. J'envoie des gens au champ, mais surtout j'embauche des formateurs. Si les gens sont pas formés, je les forme. Mais on va avoir besoin d'énormément de formateurs. Aujourd'hui, les gens ils ont pas envie d'entendre. Ok, mais demain, en fait, peut-être le premier choc. L'idée c'est, on sait que le choc va être là, et c'est comment est-ce qu'on s'en sert comme un vaccin et pas comme une maladie. Un vaccin, c'est quoi? C'est tu prends la maladie, tu l'injectes et la bactérie en soi, elle est affaiblie, je ne sais plus comment on dit le terme, mais l'idée c'est que l'effondrement, on sait que les chocs vont arriver, mais comment est-ce qu'on se sert des premiers chocs comme d'un vaccin pour que les gens aient envie, du coup tes globules blancs aient envie de se former, et qu'on n'ait pas envie de laisser les globules blancs amorphes, cool, t'as le sida, le corps a pas envie se défend pas, et finalement un jour il se prend une petite maladie et ils finissent par mourir quoi. Tout le corps, tout le système disparaît. Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, soyez responsable, soyez autonome, mais soyez jamais seul. Si jamais vous n'êtes pas sûr, soyez sceptique, c'est sain d'être sceptique. Vous allez faire des erreurs, je vais faire des erreurs, c'est normal. Faites juste de votre mieux. On va se manger des baffes, c'est pas grave. Amusez-vous, trouvez ce en quoi vous êtes doué, allez-y, foncez. N'oubliez pas de penser à vous, parce que même dans les associations, les gens veulent votre peau en quelque sorte, parce qu'ils veulent votre cerveau. Tout le monde cherche à capter l'attention de tout le monde. Trouvez un groupe, une communauté qui vous va bien. Protégez votre famille, vos amis. Et ouais, demandez-vous qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour le monde de demain, quoi.